Bonjour à tous, nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à notre webinaire ce jour. Nous commencerons dans exactement 5 minutes pour permettre à tous nos panélistes et à tous nos participants de nous rejoindre. Merci.
Rebonjour à tous, nous sommes ravis de l'intérêt que vous portez à notre formation et merci à tous de vous être rendus disponibles. Merci à tous de vous être rendus disponibles pour prendre part à notre nouveau webinaire. Le webinaire d'aujourd'hui porte sur les clés de succès pour entreprendre en Côte d'Ivoire. Je suis Kate Assi-Okwe, chargée de la communication et du marketing pour l'équipe francophone de Microsafe Consulting. Alors, avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons présenter quelques points logistiques. Tout d'abord, est-ce que vous nous entendez bien? Je vous invite à répondre oui dans la boîte à questions qui se situe à droite de votre écran. Vous pouvez utiliser cette boîte pour poser vos questions tout au long du webinaire. Nous y répondrons à la fin du panel. Enfin, veuillez noter que le webinaire est enregistré et vous pourrez retrouver l'enregistrement sur notre site Internet dès demain. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, de vous présenter MSC en quelques mots. MSC est une société de conseil internationale spécialisée en inclusion financière, économique et sociale. Nous sommes basés dans 11 pays à travers le monde et notre siège pour l'Afrique francophone se situe à Dakar. Alors, depuis cette année, nous avons également ouvert des antennes au Cameroun, en Côte d'Ivoire et en RDC. En condensé, nous dirons que nous sommes au cœur de la révolution digitale depuis ses débuts. Aujourd'hui, nous travaillons avec différents acteurs tels que les gouvernements, les banques, les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services tiers, mais aussi les acteurs de l'écosystème entrepreneurial à travers l'Afrique et l'Asie pour réaliser des améliorations durables et assurer un meilleur impact. Nous offrons des conseils stratégiques et opérationnels et aidons à mettre en œuvre des programmes en utilisant nos données et nos idées provenant de nos travaux de recherche sur le terrain qui sont autant que possible enracinés dans une compréhension profonde des clients, de leurs besoins, de leurs perceptions, de leurs aspirations et de leurs comportements. Notre expérience, nous la partageons également à travers l'Institut ELIX, qui est notre organe de formation. Hors période Covid, nous offrons à la fois des formations privées sur mesure, mais aussi des formations publiques en présentiel, principalement à Dakar et à Abidjan. Enfin, nous offrons des formations en ligne bénéficiant d'une accréditation de l'Université du Québec en Outaouais. Assez parlé, je passe la parole à mon collègue Senior Manager MSC, CK Ao Parfait, qui a la lourde tâche de modérer ce panel. Parfait, tu as la parole. Bonsoir à tout le monde. Merci Kate pour cette introduction et pour cette voix qui nous permet de nous plonger et qui donne envie d'entreprendre. Je reçois donc aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat des personnes qui sont, j'allais dire, dans le quotidien de cette activité. Honneur aux dames, nous recevons donc aujourd'hui mademoiselle Jennifer Touri, qui est promotrice de Jen Bride Event. Avec elle, nous avons également M. Belly Guerreau, qui est le directeur général de Colosso. Ensuite, nous avons une structure d'accompagnement, l'agence Côte d'Ivoire PME, qui est présente à ce panel par l'entremise de M. Constant Dominique Assandé, qui est consultant en renforcement de capacité au sein de cette institution. Et comme on parle d'entrepreneuriat et qu'il y a un volet juridique et fiscal qui peut rentrer en ligne de compte, nous avons l'honneur d'accueillir M. Marcel Yapi, qui est le directeur général de ADMG Consulting, chacun d'entre eux va se présenter et puis donner un peu après l'étendue de ses activités, présenter ses activités. En tout cas, nous souhaitons vous dire merci déjà de nous suivre aujourd'hui et nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet.
Aujourd'hui, entreprendre est, est devenu à la limite le mot privilégié de tous les pouvoirs publics, de toutes les entités ou toutes les associations, tous les corps de métier. On parle d'entrepreneuriat à tout va. On parle d'entrepreneuriat à tout moment. Mais en réalité, c'est quoi entreprendre? Quelles sont les réalités de l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés de l'entrepreneuriat? Comment entreprendre? Qui est entrepreneur? Qui ne l'est pas? C'est de toutes ces questions-là, de tous ces sujets que nous allons aborder aujourd'hui et nous espérons que nous apporterons un peu de sel dans vos vies à travers ce webinaire. Sans plus tarder donc, je vais déjà laisser chacun des intervenants se présenter et présenter son activité. Normalement, c'est honneur aux dames, mais sur ce coup-là, on va commencer peut-être par Colosso. Donc, Monsieur Belli, vous avez la parole pour présenter-vous, que chacun de vous, au fil de l'eau, se présente et présente son activité. Monsieur Belli? Si Monsieur Belli n'est pas connecté, Monsieur Assandé ou Monsieur Marcel Yapi, en attendant que Miss Tori soit prête, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour à Jennifer, à Belly, à Constant et à Parfait. Bonjour à tous les participants. Donc, je suis Marcel Yapi. Je suis conseiller juridique et fiscal. J'exerce depuis plus de 20 années en Côte d'Ivoire et en Afrique centrale. Et donc, je suis l'associé gérant de AMDG Conseils fiscaux qui fournit des prestations de conseil et d'accompagnement en matière juridique et en matière fiscale à toutes les entreprises, mais beaucoup plus aux PME qui ont des vrais besoins, qui sont la crème, qui devrait être la crème de notre écosystème économique, mais qui parfois ont des besoins qu'elles n'arrivent pas à solutionner. Donc, les types d'accompagnement, c'est depuis la création de la société, depuis l'implantation, le choix de la forme de société, les formalités au CPC. On fait également du secrétariat juridique, c'est-à-dire le suivi de la vie de la société, des rapports entre associés. Au plan fiscal, c'est du conseil fiscal permanent, c'est de l'assistance lors des contrôles fiscaux. C'est également de l'assistance lors des restructurations pour définir la forme juridique la plus appropriée qui permet donc qui permet donc de ne pas payer plus d'impôts qu'il n'en faut. Et donc, globalement, voilà un peu ce que AMDG Conseils fiscaux a comme prestation. J'en ai fini, je passe à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Monsieur Yapi. Est-ce que Monsieur Assandé est prêt? Oui, c'est bon, merci. Bonjour à tous, vous m'entendez, j'espère. Je vous entends, Monsieur Assandé. Vous entendez. Alors, je salue Monsieur Seka et son équipe de Microsave. Je salue mes autres panélistes qui sont sur place actuellement. Je salue également l'ensemble des participants qui sont présents à cet atelier sur l'entrepreneuriat. Alors, je suis Constant Assandé, renforcement des capacités à l'Agence Côte d'Ivoire PME sur le projet PAS, entendez par là, Programme d'appui à la structuration des entreprises. Alors, l'Agence Côte d'Ivoire PME a été créée par la loi numéro 2014-140 du 24 mars 2014 et l'agence est l'organe opérationnel de la politique, n'est-ce pas, gouvernementale de promotion des PME et elle est placée sous la tutelle du ministère des PME. Nous travaillons sur 4 axes stratégiques, à savoir l'amélioration de l'accès au marché et au financement. Nous allons intervenir également au niveau de l'amélioration du climat des affaires proprement dit,
le renforcement des capacités, enfin le développement de la culture entrepreneuriale et de l'innovation. Concernant ces derniers points dont j'ai parlé, nous avons 6 sites au niveau de la Côte d'Ivoire, dont 3 au niveau d'Abidjan et 3 autres sites à l'intérieur du pays, dont Bouaké, San Pedro et un site qui vient d'être ouvert récemment au niveau d'Abengourou. Voilà ce que je peux déjà dire. Merci. – Merci, monsieur Assandé. Est-ce que monsieur Gbeli est là? Oui, bonjour. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez tous aussi. On vous entend super bien, monsieur Gbeli. Allez-y. Désolé parce que j'ai ma connexion Internet qui flanche un peu. Toujours est-il que je m'appelle Beli Guiraud, je suis directeur général Colosso Côte d'Ivoire. Déjà, je vous remercie de cette belle initiative de parler d'entrepreneuriat ici en Côte d'Ivoire parce que c'est hyper important, sachant que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est la base vraiment de l'économie d'un pays. Quand le secteur privé va bien, le pays va bien. Donc, Colosso, aujourd'hui, nous sommes une fintech qui œuvrons dans tout ce qui est système de paiement. Nous implantons un nouveau système de paiement ici en Côte d'Ivoire qui va permettre effectivement à monsieur et madame tout le monde, surtout aux entrepreneurs, parce que c'est ce sujet aujourd'hui, d'utiliser un moyen de paiement et surtout de se faire en fait connaître par le système financier ici et après pour une meilleure inclusion. Donc, j'aurai l'occasion aussi de développer toute la vision de l'entreprise et surtout ma vision personnelle pour l'entrepreneuriat. Parce que moi-même, je suis un entrepreneur, j'ai eu à créer plusieurs entreprises au Canada où j'ai résidé pendant 20 ans et maintenant en Côte d'Ivoire où je réside depuis 1 an. Donc, ça me ferait plaisir de vous accompagner et surtout d'apporter des outils, à ces nombreux outils que tous les panélistes vont proposer aujourd'hui. Donc, je vous remercie et on se dit à tantôt. Merci, monsieur Gbeli. Je pense que maintenant, on va laisser la parole à la seule femme du groupe. Non, Kate, excuse-moi, à la seule femme panéliste pour qu'elle puisse se présenter ses activités. Parfait. Bonsoir à tous, j'espère que vous me recevez. Alors, moi, je suis Jennifer Tououri. Je suis promotrice de Gen Bride Event, start-up spécialisée en événementiel et mode. Alors, par événementiel, nous organisons tout ce qui, bien évidemment, concerne les événements. Donc, on parle de mariage, on parle de séminaires, de conférences, d'anniversaires, de demandes en mariage surprise, etc. Et par la mode, nous confectionnons tout ce qui est gadget de mariage, donc que ce soit des peignoirs, des vêtements assortis aux enterrements de vie de jeunes filles et tout ce qui est vêtements pré-wedding, etc. Voilà, nous sommes une plateforme digitale d'organisation de mariage et nous existons depuis 2 ans seulement. Voilà. Donc, je suis ivoirienne, j'espère que j'ai tout dit. Et je remercie également MSC pour cette opportunité. Et je salue au passage tous les autres panélistes. Merci. Merci Jennifer de cette brève présentation. On va tout de suite donc rentrer dans le vif du sujet. J'ai fait tout à l'heure, avant de commencer ce panel, j'ai fait vous tapez sur votre barre de recherche Google Entreprendre en Côte d'Ivoire et vous allez voir un peu les différents liens, les différentes pages qui s'affichent au démarrage donc de la page Google. Et ça m'a interpellé en fait. Je me suis dit, si je suis en Côte d'Ivoire et qu'il est difficile même que je puisse avoir des informations quand je tape sur Google sur entreprendre en Côte d'Ivoire, quand je sors de la Côte d'Ivoire,
qu'est-ce que je peux avoir comme information? Et du coup, ça m'emmène à vous poser la question, comment vous décrirez aujourd'hui l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire? Je vais commencer par M. Marcel Yapi. Merci, parfait. On peut dire que l'environnement des affaires va en s'améliorant depuis un certain nombre d'années, on va dire une dizaine d'années. Le gouvernement a mis en place un certain nombre de réformes pour faciliter la création d'entreprises et pour faciliter la vie des entreprises. Bon, alors, ces réformes-là, il y a en général une contrainte qu'on appelle la conduite du changement. Et dans les textes, on a de beaux textes, mais il y a encore quelques difficultés, il y a encore quelques lourdeurs, surtout au niveau de la création d'entreprises. Et donc, globalement, les choses vont en s'améliorant. Un élément important d'amélioration, c'est le renforcement des possibilités ou des capacités du tribunal de commerce, parce que quand on a des difficultés, quand on entreprend, il faut bien pouvoir trouver une juridiction pour nous partager. Et le fonctionnement du tribunal de commerce ces derniers temps s'est amélioré et on peut dire que ça participe à l'amélioration du climat des affaires. Mais il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire en termes d'état d'esprit pour fluidifier un peu tout ça et pour que l'entrepreneur soit totalement libre quand il lance son idée et qu'il ne soit pas freiné par des forces, je pourrais dire, inutiles. Voilà ce qu'on peut dire sur ce point. Merci beaucoup, M. Yapi, pour cette réponse très précise et un peu diplomatique. Je voudrais laisser M. Assandé intervenir un peu sur la question, eux qui sont en fait l'agence qui accompagne toutes les initiatives entrepreneuriales ou tout ce qui est activité des PME. Avant que M. Gbeli ne nous donne un peu en fait l'expérience qu'il a vécue lorsqu'il a voulu s'installer en Côte d'Ivoire. Monsieur Assandé? Je suis là. Allô, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend, Constant, on vous entend. D'accord, merci beaucoup. Alors, merci beaucoup déjà pour la question. Si je vous ai bien compris, il s'agit de décrire un peu l'environnement, n'est-ce pas, des affaires en Côte d'Ivoire actuellement. Il faut dire qu'à ce niveau, il y a déjà le volet institutionnel. Donc, en tant qu'agence, le travail qui se fait actuellement, c'est que l'État lui-même a une vision de l'entrepreneuriat. Donc, cette vision-là va dans le sens d'améliorer déjà le climat des affaires à travers déjà plusieurs réformes. Donc, quand vous voyez par exemple au niveau du CPC, le travail qui est fait pour déjà faciliter, n'est-ce pas, même la création d'entreprises, l'agence Côte d'Ivoire PME elle-même dont il est question, qui intervient déjà sur la question du développement du secteur privé. À ce niveau, quand on va parler du secteur privé, il faut penser également à toutes ces fêtières-là, dont la CGC, le MPME, qui tout le monde est en train de travailler à vraiment tendre à l'amélioration de ce climat des affaires-là. Au niveau même de la jeunesse, il faut dire qu'il y a une prise de conscience du fait que l'emploi salarié lui-même est difficile. Alors, ce qui fait que l'intérêt de créer une entreprise chez un jeune est un peu plus élevé par rapport à il y a de cela quelques temps. Je peux aussi parler de plusieurs incubateurs actuellement qui sont en train de se positionner pour, n'est-ce pas, faire quoi? Arriver à accompagner cette démarche, cette activité que chacun des jeunes est en train de faire, de créer. L'environnement des affaires en ce moment-là, je peux vous dire qu'il est dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se font, ça bouge, il y a beaucoup de réformes au niveau même de l'État, des associations de PME qui se mettent en place. Récemment même avec Microsave, il y a eu l'ensemble des startups dans la FinTech qui s'est rassemblé, n'est-ce pas, pour pouvoir travailler à trouver, n'est-ce pas, des stratégies pour développer leur secteur. Donc, tout ça mis ensemble, on pourrait dire qu'il y a beaucoup qui se fait. Le dispositif pour accompagner, n'est-ce pas,
la réglementation au niveau des startups, la loi des startups et tout ça, le financement des startups. En tout cas, je peux me limiter là pour vous dire que l'environnement, il est assez dynamique. Merci. Il est assez dynamique. Avant que M. Béraud ne prenne la place, il est certes dynamique, mais le constat que j'ai fait pour avoir j'ai eu la chance de commencer ma carrière en cabinet d'audit et de conseil, donc pour participer à la création des entreprises. Pour ce que j'ai vu il y a une dizaine d'années aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau procédure, mais on a encore je veux dire, il y a de réelles difficultés. Et je pense que oui, il y a des améliorations, mais il y a encore beaucoup de choses qui sont juste faites dans les papiers ou dans les tests, mais dans la réalité, on ne les sent pas. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Avant que M. Belize, la question est ouverte à tout le monde. Bon, alors, merci déjà. Allez-y, monsieur, s'il vous ok. plaît. Alors, tout à l'heure, Parfait m'a un griffe reproché mon langage diplomatique, mais c'est vrai qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés au niveau de la tête. Il y a la volonté, elle y est, quand on voit les textes qui sont pris, etc. Mais l'un des éléments dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est pratiquement l'incapacité du CPC à assumer les responsabilités qui sont venues de son succès. Dans les premières années, le CPC, c'était extraordinaire. Les délais de création de sociétés, on était vraiment impressionnés par rapport à ce qu'on avait vu dans le passé. Et puis, ce succès-là a entraîné, ce succès aurait dû entraîner un redimensionnement du CPC. À ce niveau, sans vouloir tirer à boulet rouge, il faut obligatoirement que le CPC se redimensionne. On ne peut pas être aussi efficace avec le même nombre d'établissements, le même personnel pour 1000 demandes ou pour 100 000 demandes. Je veux dire, c'est quasiment arithmétique. Hein. On ne peut pas servir autant de personnes avec le même personnel. Il faut obligatoirement que le CPC se redimensionne. Il faut par exemple que le CPC ouvre des antennes dans les mairies pour que le commerçant qui est à Trècheville aille simplement à la mairie de Trècheville, au guichet du CPC, dépose les papiers. Une première vérification est faite. Ensuite, ces papiers sont transmis au siège du CPC pour la délivrance de ces documents. Mais si tout le monde, tous les commerçants d'Abidjan doivent se rendre au CPC à Cocody, on est en période de Covid, etc. Donc, il faut que le CPC se redimensionne. Il faut aussi que le CPC donne un coup d'accélérateur très, très ambitieux dans la digitalisation de ces process pour que ces ambitions se réalisent. Merci beaucoup, M. Yapi. Je laisse la parole à M. Guéraud maintenant pour qu'il puisse nous donner son point. Donc, merci de vos points. Je trouve que c'est tous des bons points. Hein. C'est clair qu'aujourd'hui, on va dire, le marché aujourd'hui, le climat des affaires ici en Côte d'Ivoire est très, très intéressant et très attractif. Et c'est même pour ça que Colosso a décidé de venir ici d'abord en Côte d'Ivoire pour vraiment, on va dire, déployer ses solutions. C'est clair que quand nous, on est arrivé ici il y a un an, on a commencé, effectivement, il y a des lourdeurs administratives. Ça, c'est tout à fait normal quand on ne connaît pas un pays. C'est tout à fait normal de rentrer dans le pays et d'apprendre. C'est clair aussi que moi, du pays d'où je viens, qui est le Canada, il est très facile, on va dire, pour une personne de créer une entreprise. C'est rapide, très rapide même d'ailleurs. Tout est digitalisé. Effectivement, comme M. Marcel Yapi l'a souligné tantôt, c'était vraiment une amélioration à proposer à la CPC. Mais aussi, c'est pas que ça. C'est pas que ça dans la création d'une entreprise. Parce que quand on parle d'environnement, on va dire des affaires, c'est aussi la création, la pérennisation et la croissance. Et cet aspect-là, ne pas négliger parce que concrètement, pour moi, l'inclusion financière, c'est capital, on va dire, pour la croissance des entreprises, pour un meilleur climat. Et la création même donc d'ouverture d'un compte bancaire, tout simplement, est très, très, en gros, important, on va dire, dans la vie d'une entreprise. Mais le problème ici, par exemple, il y a pratiquement 80% des personnes, en gros, qui sont
hors système, je dirais. Donc aujourd'hui, ce serait pour nous de travailler sur tout ce système-là, y compris la création, y compris les services et après y compris le financement. Parce que la plupart je dirais, de nos, on va dire, panélistes le savent. Sans financement, une entreprise ne peut pas durer. On a beau avoir effectivement un modèle d'affaires unique, on a beau avoir une valeur intrinsèque à la compagnie, mais sans financement, sans aide, on ne peut pas, on va dire, croître et durer. Et ce financement-là n'est pas obligatoirement du financement du gouvernement, comme en gros, malheureusement, dans la plupart des pays africains, on attend toujours du gouvernement. On peut aussi aller chercher d'autres types de financement. Mais par contre, pour chercher ce type de financement, déjà, il faut déjà structurer la base. Et cette structure, cette base-là, effectivement, je ramène quand même à mon entreprise. C'est ça l'objectif de Colosso. Aujourd'hui, Colosso a été créé en 2015 et notre objectif réel, c'est on va dire, de créer un nouvel écosystème qui va permettre effectivement une croissance et une connaissance des individus. Une connaissance des individus qui va permettre effectivement que la banque, parce que les banques aussi sont présentes, les banques aussi doivent jouer leur rôle. Mais pour que la banque joue leur rôle, effectivement, il faut que les banques puissent connaître tout simplement ces entrepreneurs qui ont des super belles idées. Donc, c'est cet écosystème-là qu'on doit mettre en place. Nous sommes là effectivement pour aider, accompagner les banques à aller vers la population et la population aller vers les banques. Et ce sentiment de croissance et surtout de confiance qui va effectivement pour moi créer un climat sain et un climat où tout le monde pourra entreprendre, où tout le monde aura des objectifs derrière et surtout une vision d'entreprendre derrière. C'est ce que j'avais à dire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour ce point-là. Et je profite en même temps pour demander à ceux qui sont entrepreneurs dans ce panel-là. C'est vrai que, par exemple, Marcel Yapi, il a une casquette de fiscaliste juriste, mais il a créé un cabinet, donc il est entrepreneur. Donc, à quel moment, en fait, dans vos vies, vous avez eu vous avez décidé d'entreprendre et pourquoi vous avez fait ce pas-là? Parce que entreprendre, c'est pas seulement, c'est vrai qu'on a commencé le débat avec la création d'entreprise, mais la dame qui vend de la loco au bord de la route, elle entreprend. Donc, c'est à quel moment vous avez pris cette décision-là? Et là, je vais commencer par mademoiselle Tori, qui va nous donner un peu son expérience. D'accord, très bien. Alors, pour répondre à la question de M. Sika, il faut dire que moi, j'ai commencé à entreprendre d'abord. L'esprit, c'était d'abord plus par passion. Et de ma base comptable, il faut dire que je suis quelqu'un, j'aime pas trop la routine. Alors, vous savez qu'en comptabilité, c'est toujours les mêmes choses, c'est débit, crédit, état financier, déclaration fiscale, sociale, etc., etc. Alors, avant un moment, moi, je me sentais un peu fatiguée de toujours faire les mêmes choses. Et vu que je suis quelqu'un, je suis très, très, très créative, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose de nouveau, quelque chose qui va me permettre d'extérioriser ce que j'ai au fond de moi. Et moi, c'est comme ça que c'est venu. J'ai juste eu l'envie de faire quelque chose de nouveau et je me suis lancée. Mais est-ce que est-ce que c'est la bonne formule pour entreprendre? Je peux pas aujourd'hui conseiller quelqu'un. Je vais dire par exemple à la personne, oui, si tu ressens l'envie, vas-y, fonce, sans formation, sans préparation, sans épargne. Vraiment, c'est très compliqué. Et voilà, j'espère que vous me recevez. Et voilà, moi, je me suis lancée juste au moment où j'ai senti que j'étais un peu fatiguée de faire à peu près les mêmes choses tout le temps. Voilà, c'est de là que c'est parti pour moi. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé pour Colosso, à quel moment ça a commencé pour c'est quoi? PME, je ne sais pas. À quel moment ça a commencé aussi pour notre monsieur Marcel Yapi. Mais pour moi, ça a commencé juste au moment où je me suis sentie un peu fatiguée de toujours refaire les mêmes choses. Voilà. Donc, je pense que c'est lancé là. Elle demande en même temps à M. Marcel Yapi et M. Béli à quel moment ils ont démarré.
Bon, je vais commencer. Moi, ça vient de loin, pareil. Ça vient de loin parce que déjà, j'ai toujours, bon, ça vient de ma mère, on va dire, pour être honnête. Ma mère m'a toujours motivé, franchement, à ne pas me contenter de peu, en réalité. Ma mère était fonctionnaire, elle avait effectivement des revenus, on va dire, très, très, très faibles aussi. Mais par contre, elle a toujours, on va dire, pour s'en sortir, essayé de faire des activités. Elle a vendu, par exemple, parce que ma mère est guadeloupéenne, donc elle a vendu des punchs des Antilles. Elle a proposé, on va dire, quelque chose de l'alcool des Antilles. Et pourquoi elle a proposé l'alcool des Antilles? Parce qu'à l'époque, effectivement, c'était une valeur ajoutée. Donc, dans un marché ici en Afrique. Monsieur Oui, Gweli, oui. entre parenthèses, donc après le webinaire, on passe vous voir. Hein. Volontiers. Et en plus, elle est présente actuellement avec Ah moi. ouais, donc on ne va pas se priver. Tout à fait, c'est parfait. C'est ça que je disais. Donc, effectivement, c'est une valeur ajoutée qu'elle proposait. Et en fait, c'est ça, en fait, l'entrepreneuriat pour moi. Et donc, du coup, avec son exemple, moi, j'ai fait des études d'ingénieur. J'ai travaillé j'ai fait une maîtrise en génie matériaux. Mais comme effectivement notre cher ici, on va dire panéliste, j'ai commencé à travailler à Bombardier pendant 7 ans. Et effectivement, lorsque j'étais à Bombardier à l'époque, mon travail n'était pas très stimulant pour moi. Même si j'avais des grandes responsabilités, je devais comme décider si un avion décolle ou pas. Donc, c'était une grande responsabilité. J'avais une équipe avec moi. J'ai même quelques amis de Bombardier sûrement qui suivent ce webinaire. Concrètement, c'était intéressant. Mais par contre, ça ne répondait pas obligatoirement à ce que je voulais faire. Je cherchais quelque chose à faire. Je voulais trouver et créer quelque chose. Et comme par exemple tous ces entrepreneurs qui sont avec moi, nous sommes tous des artistes, hein. Tous des rêveurs, tous des artistes. Donc écoutez, moi, mon art, on va dire, c'est penché vers la finance en réalité. En 2011, j'ai tout de suite bâti un plan de ma tête. Je me suis dit, bon, en tant qu'ingénieur, effectivement, j'avais quand même une vision de ma vie où je devais aller. Donc, si je devais changer effectivement de secteur, si je devais entreprendre moi-même, je devais effectivement créer quelque chose qui va me permettre de me projeter sur du long terme, au même titre qu'à Bombardier, je pouvais me projeter. Donc, j'ai pensé déjà effectivement à créer une entreprise de financement. OK, un financement pour accompagner les Canadiens dans le financement de leur projet, accompagner les entreprises canadiennes dans le financement aussi, dans l'agrandissement de leur entreprise. Donc, mais pour me lancer, j'ai fait un plan déjà. J'ai fait un plan et comme vous savez, en Amérique du Nord, quand même, tout est réglementé, tout est clean. Donc, du coup, on peut se baser sur des critères réels et bâtir quelque chose et planifier quelque chose. Donc, chose que j'ai planifié. Donc, même avant de me lancer, j'ai tout de suite, en gros, vu l'importance d'inclure et d'intégrer les plus grandes banques canadiennes. Donc, j'ai intégré, par exemple, TD Canada Trust pour les Canadiens qui me suivent. Et après, en 2015, donc là, maintenant, j'étais prêt. OK, parce que c'est pas juste le rêve, il faut aussi être prêt, prêt dans ce qu'on doit faire. Donc, en 2015, j'ai créé maintenant Galerie Financière. Galerie Financière qui était une firme, effectivement, de financement commercial et résidentiel pour tous les Canadiens déjà qui voulaient s'étendre. Mais l'idée, c'est que la passion, effectivement, moi, ça m'a guidé. Et le fait aussi de vouloir aider autour de moi, aider mes concitoyens, mes amis autour de moi vers leur indépendance financière, c'est ça qui m'a guidé au début pour créer cette entreprise-là. Mais par contre, aujourd'hui, comme directeur général de Colosso, cette passion s'est transformée. On va dire aujourd'hui, quand j'ai vu, on va dire l'écosystème proposé par Colosso, quand j'ai vu effectivement la vision du président Sidi Kouyaté sur en gros où est-ce qu'il voulait mettre, où est-ce qu'il voulait amener Colosso, j'ai tout de suite en gros sauté dans cette aventure. Et c'est toujours aussi une forme de risque qu'on prend quand on veut se décider à faire quelque chose de différent. Donc, en 2020, après pratiquement 20 ans de vie à l'extérieur, j'ai décidé donc de venir ici en Côte d'Ivoire pour apporter quelque chose de différent, pour apporter mon expérience et surtout, effectivement, pour apprendre en gros on va dire le phénomène, on va dire comme l'environnement ivoirien et pour être
très honnête aussi pour apporter une solution que j'ai développée, qu'on a développée là-bas au niveau du financement, que Sidi Kouyaté a développé dans la monétique, dans le système bancaire et pour apporter au fait à la population ivoirienne. Donc c'est ça en fait mon petit parcours d'entrepreneur et surtout guidé par la passion et par le réalisme aussi parce qu'il faut faire des plans pour réussir quelque chose de beau. Merci beaucoup pour ce témoignage. En tout cas, soyez sûr d'une chose, on vous voit et on vous suit. Ah, merci. Merci. Oui, alors quand est-ce que j'ai décidé d'entreprendre? Je dois dire que l'idée me trottait dans la tête depuis quelques années. Et maintenant que je pense, j'ai dû être piqué par ce virus-là il y a environ 10 ou 11 ans. Le cabinet dans lequel je travaillais ici en Côte d'Ivoire, qui s'appelle Conseil associé en Afrique, a décidé d'ouvrir une filiale au Congo, à Pointe-Noire. Et donc, on va dire sans préparation, on m'a jeté à l'eau. Et je suis allé au Congo, comme j'aime à le dire, je suis allé avec un ordinateur, tout simplement, et juste mes vêtements. Alors, c'était un risque calculé parce que dans un premier temps, le bureau d'Abidjan assurait mes rémunérations. Mais après, c'était quand même un risque n'avoir jamais été entrepreneur, avoir été salarié et aller monter un cabinet tout seul dans un pays étranger, c'était c'était pas évident. Mais à partir de ce moment-là, j'ai compris qu'à un moment donné ou à un autre, j'aurais été obligé de me mettre à mon propre compte. Pourquoi? Ben parce que à un moment donné, après avoir travaillé pendant 20 ans dans divers cabinets, chez Mazars, chez Grand Thornton, un peu avec KPMG, tout ça, on a envie aussi de créer quelque chose de soi-même, de bâtir quelque chose de soi-même. Parce que dans les autres cabinets, on vient faire grandir le portefeuille qui existe déjà. Mais créer son propre cabinet, attraper des clients soi-même, etc., c'est quelque chose d'autrement plus passionnant. Et à un certain moment donné, on se dit qu'on veut laisser quelque chose de plus pérenne, de créer quelque chose soi-même avec les couleurs qu'on veut y mettre, avec le parfum qu'on veut y mettre. Et puis aussi, pourquoi pas donner l'opportunité à d'autres personnes d'avoir un boulot. Parce que quand on est dans un autre cabinet, on n'a pas toujours le choix en termes d'embauche, etc. Mais quand on crée son propre cabinet, sa propre entreprise, bah, on se donne quand même une chance à d'autres personnes de venir apprendre, d'avoir un boulot. Comme nous aussi, des personnes nous ont donné notre chance à l'époque. Donc voilà un peu. Quand est-ce que ça a commencé? Je me rends compte qu'il y a à peu près 10-11 ans que j'ai été piqué par le virus. Il y a 2 ou 3 ans que ça a commencé vraiment à m'embêter là, à l'idée de me mettre à mon compte. Et pourquoi est-ce que je le fais? Parce que j'ai envie de bâtir quelque chose de mes propres mains et d'offrir l'opportunité également à des jeunes d'avoir du boulot, d'apprendre avec. Merci, M. Yapi. Je voulais poser une question à M. Asandé. Justement, lorsque des personnes comme M. Yapi ou M. Gbeli ont ce genre d'initiative, ou bien Mademoiselle Tori, qu'est-ce que l'agence Côte d'Ivoire PME fait pour les accompagner dans ce processus-là? Merci beaucoup déjà pour la question. Alors, il faut dire déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais encore une fois de plus, de vive voix, féliciter M. Guéraud de Colosso avec son ami Sidi, qui est aussi mon ami personnel, pour ce très beau travail qu'ils sont en train de faire au niveau de la Côte d'Ivoire. On voit tous les efforts qu'ils fournissent sur le terrain. Félicitations aussi à la bonne dame qui fait aussi un gros travail avec son entreprise. Félicitations aussi à M. Marcel Yapi, voilà, pour tout le travail que vous faites sur le terrain. Pour revenir donc à la question, ce que nous devons déjà retenir, c'est que l'agence Côte d'Ivoire PME a été mise en place, n'est-ce pas, comme je vous l'avais dit tantôt, l'organe opérationnel, n'est-ce pas, du gouvernement, et à travers plusieurs services à valeur ajoutée, essaie d'aider les entrepreneurs, les entreprises qui sont déjà sur place. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, nous avons un service qu'on appelle le guichet des services aux PME. Alors, c'est un centre de services gratuit pour les entrepreneurs, les très petites entreprises et les moyennes entreprises qu'on appelle généralement des gazelles, donc des entreprises à forte croissance. Et le guichet assure plusieurs services, dont la conception et la mise en œuvre de modules spécifiques aux besoins de ces PME-là. Alors, il y a également l'assistance en gestion administrative et financière dont peuvent bénéficier ces entrepreneurs, ces entreprises. Il y a également des programmes d'accès au financement et le guichet des services aux entrepreneurs, la promotion de la consultance même locale
à ce niveau, il faut dire que nous recrutons plusieurs consultants locaux pour aider dans la mise en œuvre des programmes qui nous sont confiés, soit par l'État de Côte d'Ivoire ou par les bailleurs. Et enfin, la promotion, la promotion du coaching, donc à travers le renforcement de capacités des entrepreneurs, des entreprises. Il faut dire qu'à ce stade-là, il y a plus de 10 000 PME qui ont été formées depuis 2018. Et nous avons organisé plus de 60 webinaires pour renforcer les capacités de ces PME-là. Il y a également des programmes d'incubation express qui sont développés, qui sont mis en place. Et cette année même, en 2021, il y a eu un programme d'incubation avec la GIZ qui a permis à 280 startups de soumissionner. Et parmi ces 280 startups, il y a 25 qui ont été retenus. Et sur les 25, il y a 5 qui ont été les finalistes et qui ont pu bénéficier d'un fonds d'amorçage de 10 millions. Et en 2022, par exemple, oui. Monsieur Assandé, je ne veux pas vous couper, mais je veux savoir également quels sont les critères pour sélectionner ces entreprises. Parce que dans mon environnement, je n'ai pas encore entendu ça en fait. Donc, est-ce qu'il y a un critère spécial qui fait que certaines entreprises sont informées de ces activités ou certains promoteurs ou certaines PME alors que d'autres ne le sont pas? Et puis, pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, les consultants que vous recrutez là, on peut se voir aussi après le webinaire. Bien sûr. Merci beaucoup pour la question. À ce niveau, il faut dire que l'ensemble des programmes sont publiés sur nos différentes pages, sur nos différents sites et à travers des visuels qui sont partagés, les PME sont informées. Mais en même temps, il faut dire aussi qu'il est important, par exemple, pour l'ensemble des PME, de se faire enregistrer au niveau de l'agence. Pourquoi? Parce que lorsque, par exemple, vous êtes dans la base de données, alors vous avez, on peut dire, vous êtes privilégié en termes d'information. Donc, on peut partager ces informations soit par téléphone, soit par mail. Et voilà, vous pouvez, dans ce cas, soumissionner et certainement être retenu pour bénéficier de ces accompagnements. D'accord. Donc, il y a un premier niveau d'enregistrement au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME. C'est bien ça? Oui, c'est important de le faire, oui. D'accord, ok. C'est bon. C'est un point essentiel. Je pense que beaucoup de personnes exercent, mais n'ont pas forcément cette information-là. Je vais rebondir un peu là-dessus. C'est clair que le nerf de la guerre, toujours, hein, c'est l'accès à l'information. Je pense que l'objectif de l'agence PME, c'était un objectif qui est, on va dire, louable, qui aide, on va dire, les entreprises à leur développement. Et puis, c'est vraiment un objectif, on va dire, de la survie même du gouvernement. Parce qu'il faut que les entreprises, en gros, puissent grandir pour pouvoir effectivement que les ressources soient partagées entre le gouvernement et le secteur privé. Maintenant, le nerf de la guerre, comme je disais, c'est l'accès à l'information. Moi, au Canada, on avait quand même plusieurs entreprises. Le gouvernement, par exemple, arrivait à déployer de l'information, à partager de l'information. Mais malgré ça, des entreprises comme celle de M. Yapi relayaient ces informations-là. Donc, ils offraient même des services aux entreprises pour, en gros, les subventions, du financement, des choses comme ça. Donc, qui fait que, puisque plusieurs entreprises arrivaient à relayer ces informations, qui fait que quand il y a une entreprise qui se crée, peu importe au Québec ou au Canada, ils avaient tout de suite, en gros, l'information de comment rechercher du financement. Et s'ils n'avaient pas le temps, parce que nous, les entrepreneurs, on est focusés dans le travail, et c'est quand peut-être qu'il y a un petit problème qu'on pense financement. Mais du coup, quand il y a des entreprises qui agissent comme des agences de proximité du gouvernement auprès de ces entreprises-là, automatiquement, ça crée une meilleure fluidité de l'information et ça se passe mieux comme ça. Et on a l'information que M. Constant Assandé aimerait nous le dire. On a accès plus facilement à ça. Monsieur Guéraud, alors je vous remercie déjà d'avoir répondu sur la question. Il faut j'entends qu'il y a Monsieur Assandé, on vous entend pas bien. D'accès à l'information là qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a plusieurs entreprises qui n'arrivent vraiment pas à avoir l'information sur les programmes de financement. Monsieur Seka, je peux continuer? Oui, là on continue, on vous entend. Là, on vous entend. Merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt,
Par exemple, au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, nous n'avons que 3 sites, par exemple, à Abidjan. Nous sommes représentés avec un bureau à San Pedro, un autre bureau au niveau de Boaké. Récemment, nous avons ouvert un bureau à Bengourou et nous essayons tant bien que mal de nous déployer au niveau de l'intérieur du pays parce qu'effectivement, la majorité de ces informations-là sont au niveau d'Abidjan pour ceux encore qui ont la possibilité de se connecter. Donc, je crois qu'il est très important dans le travail que nous faisons de pouvoir arriver à créer des relais, voilà, pour que la majorité de ces entreprises, de ces entrepreneurs puissent avoir accès à ces informations et donc pouvoir bénéficier de l'ensemble de ces programmes. Voilà ce que je peux dire. Et l'idée, c'est de créer des relais dans le secteur privé. OK? Parce que c'est clair que la force publique, elle peut être restreinte, mais là, le secteur privé peut relayer vos informations et surtout si vous, par exemple, vous donnez soit des agréments, des accréditations à certains secteurs, comme par exemple l'entreprise M. Marcel, qui pourrait effectivement relier votre information, faire de la formation et même aller même rechercher, faire des démarches même au niveau du financement pour ces entreprises-là. Du coup, ça crée de la valeur ajoutée en plus à l'entreprise de M. Marcel. Il fait des revenus, vous faites des revenus et l'entreprise fait du revenu. Après vous, donc, on crée un système gagnant-gagnant de cette manière. Ouais, effectivement, merci Guéraud. Effectivement, il faut une collaboration entre l'État, qui est représenté par l'Agence Côte d'Ivoire PME et les cabinets, conseils, etc., et toutes les entreprises qui apportent également des prestations aux entrepreneurs. Et d'ailleurs, dans le cabinet où j'étais avant de créer le mien, qui s'appelle Grant Thornton, quand j'étais chez Grant Thornton, on a pu obtenir une convention avec l'Agence Côte d'Ivoire PME. Et c'est exactement ce que Guéraud expliquait tout à l'heure. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a une relation entre l'agence Côte d'Ivoire PME et un cabinet ou une entité donnée, cette entité-là se fait fort de relayer tous les programmes et toutes les possibilités qui existent. Donc, c'est une idée, peut-être que je suppose que cela existe déjà, puisqu'il y a des consultants que vous utilisez pour rendre des prestations à vos adhérents, à vos bénéficiaires. Mais je crois qu'il faut creuser l'idée de faire de tout cet écosystème d'accompagnement-là, de faire des relais de vos informations. Parce que bien évidemment, si l'agence Côte d'Ivoire PME ne connaît pas une entreprise, malheureusement, elle ne peut pas la trouver pour lui proposer ses services. Par contre, si l'entreprise finit par être informée de ce que l'agence Côte d'Ivoire PME peut lui proposer grâce à des relais, effectivement, vous aurez beaucoup plus de personnes qui participeront à vos activités. OK. Merci beaucoup. Effectivement. Vas-y, si tu veux intervenir à Sandé, tu peux y aller. Hein. C'était encore pour remercier nos chers panélistes pour leur intervention sur ce sujet-là, sur la question de l'information qui est vraiment capitale dans tout le travail que nous faisons. Donc, nous prenons bonne note. C'est vrai que nous y travaillons, mais c'est toujours bon, voilà, d'écouter les retours des entreprises, même qui sont celles que nous accompagnons. Merci. Merci. D'accord, merci beaucoup à Sandé. Je voulais demander à chacun de vous, je vais commencer par M. Yapi. Aujourd'hui, dans vos activités, qu'est-ce qui est prévu dans vos activités? Est-ce que par exemple, il y a des, je dirais pas peut-être des activités peut-être gratuites même, je dirais, pour promouvoir l'entrepreneuriat dans vos activités? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui est prévu pour promouvoir l'entrepreneuriat? Alors, disons que nous, en tant que cabinet de conseil juridique et fiscal, on pourrait presque dire que bon, ce n'est pas à nous c'est plutôt à d'autres types de compétences de motiver, de promouvoir l'entrepreneuriat. Mais il est clair que nous comprenons, moi je l'ai compris dans les rapports avec l'agence Côte d'Ivoire PME, avec, sans faire de publicité, Orange Fab Lab et aussi un incubateur. Il y a 2 ou 3 ans, je travaillais beaucoup avec les incubateurs. On a compris que dès le début, avant même que, quand on est encore au stade de l'idée, avant même que ce ne soit un projet qu'on crée l'entreprise, déjà, on a besoin d'accompagnement au plan juridique et au plan fiscal. Parce que je vais créer une entreprise, mais quelle est la meilleure forme? Quelle est la forme la plus adaptée? Est-ce que je crée une SARL? Est-ce que je crée une SAS? Est-ce que je crée une SA? Parce que c'est joli. Je suis à l'étranger, je suis salarié en France ou au Canada. J'ai envie d'investir en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que je commence? Est-ce que je crée d'abord un bureau de liaison ou une succursale où je crée directement ma filiale, etc. Donc,
Tout ça, c'est des questions. Et donc, dans ce cadre-là, les activités que nous, en tant que cabinet de conseil, menons, c'est de fournir, disons, toutes ces informations sur comment structurer l'activité. Parce que, bien évidemment, une entreprise est une structure, c'est une organisation, il faut qu'elle rentre dans le cadre que la loi prévoit. Donc, nous faisons des séminaires payants. Nous faisons également des activités gratuites, notamment avec certains partenaires qui nous invitent pour animer de temps en temps des panels ou des discussions, des webinaires sur des sujets qui tournent autour de, voilà, de la gestion juridique, de la gestion fiscale. Avec une des grandes banques de la place, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai animé un panel sur l'accès des PME aux mesures fiscales du Code des investissements. Donc, nous comprenons bien que, en même temps que nous devons faire du chiffre du business, en même temps, il faut fournir des informations, un certain accompagnement un peu pro bono qui permettent donc déjà aux entrepreneurs débutants de saisir l'essentiel et de bien s'orienter dans leur cheminement pour arriver à créer leur structure. Et donc, ça, nous en avons. Aujourd'hui, le fait de participer à cette activité-là participe de cela aussi, donner aux entrepreneurs les idées, les points juridiques et fiscaux qui doivent les accompagner dans la création de leur entreprise. Voilà. Merci, Marcel. Monsieur B. Bon, merci pour cette belle question, parce que pour moi, c'est l'essence même de Colosso. Okay? C'est vraiment l'essence de Colosso. Je vois, on va dire, l'idée, c'est que je vais vous expliquer un peu rapidement une petite histoire hein, pour que vous compreniez un peu l'essence même et l'objectif de Colosso. Okay? Quand j'étais rapidement, quand j'étais en gros en France, j'ai terminé mes études là-bas d'ingénierie. J'avais une super belle idée. Je vais voir la banque à l'époque. Et en 2002, la banque me dit tout simplement c'est qui tes garanties, c'est quoi en gros, d'où tu viens. Ils m'ont posé plein de questions, mais toutes sortes de questions, mais qui ne sont pas des questions sur mon projet. Okay? Même si à l'époque j'avais 15 000 euros que je pouvais même financer, mais je demandais on va dire une aide pour m'accompagner de mon projet. Donc, malheureusement, avec cette belle idée que j'avais à l'époque, la banque ne m'a pas financé. Okay? Je prends mes 15 000 euros, je pars au Canada, où je continue mes études. Je termine en gros au Canada un doctorat en matériaux, en génie matériaux. Et pouf, à la fin de mon doctorat, je sors et il y a comme 3 banques qui m'appellent. Ils me demandent en gros si j'avais besoin d'accompagnement pour tout type de projet. Okay? Et à l'époque, je pensais que c'était un peu de l'arnaque. Je me dis, putain, mais il y a des brouteurs ici aussi ou bien quoi? Donc, je vais à la banque. Je dis, mais c'était dans quel cadre vous me demandez, vous voulez m'accompagner? Parce que j'ai rien demandé à l'époque. Il me disait non, simplement parce que vous avez un bon profil. Un bon profil parce qu'il y a 2 ans en arrière, vous avez utilisé effectivement une carte, à l'époque, une carte Visa, qui m'a permis effectivement de payer de consommer avec cette carte-là et de rembourser cette carte-là et de consommer et de rembourser. Donc, automatiquement, il s'est affilié, il s'est comme créé un profil financier qui fait que Béli, qui venait de la Côte d'Ivoire, qui n'était pas connu au Canada, pouvait accéder à du financement. C'est exactement ça ce que Colosso essaie de faire aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous savez tous, hein, vous avez bien tous compris que le nerf de la guerre, effectivement, on peut avoir un bon plan d'affaires, on peut avoir une vision d'entreprise, on peut avoir beaucoup de choses, mais le problème, si on n'a pas accès à du financement, si on n'a pas accès, on va dire, à un écosystème qui va nous aider dans notre entreprise, ce serait un peu compliqué. Donc aujourd'hui, nous, au Colosso, qu'est-ce qu'on fait concrètement pour, en gros, pour la population, pour les jeunes, pour les entreprises à accéder, on va dire, à du financement. D'abord, on partage, en gros, on a créé une carte de paiement, on a créé une solution de paiement qui est gratuite. On offre une carte de paiement gratuite à l'ensemble de la population. Cette carte de paiement, OK, elle vient avec effectivement un compte bancaire qui est gratuit, ni frais, ni frais d'agio, ni frais de tenue de compte à vie tant aussi longtemps qu'on est avec Colosso. Donc, automatiquement, on vient parler d'inclusion financière. Donc, on vient offrir à l'individu, concrètement, lambda, quelle que soit la vendeuse à locaux ou l'entrepreneur Marcel, à obtenir, en gros, une carte de paiement avec un compte bancaire gratuit. Qui fait que, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Yapi, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc effectivement consommer, avoir des fournisseurs, ses services vont le payer à travers cette carte-là.
automatiquement, derrière, M. Yapi aura une visibilité, une traçabilité de ses opérations auprès de la banque. Lorsque M. Yapi va vouloir effectivement faire des projets, il pourra maintenant se tourner vers la banque et aller chercher du financement grâce effectivement à cette traçabilité qu'on apporte. Et le fait qu'en plus de ça, on soit relié avec la banque, on vient comme apporter une solution réelle aux entreprises, qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, les banques surtout, pourront injecter de l'économie dans le secteur informel et dans le secteur formel, ce qui manque aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup, hein, vous avez tous, hein, on dit oui, j'ai une idée, mais la banque ne m'aide pas. Oui, j'ai une idée, mais la banque ne m'accompagne pas. Donc, du coup, automatiquement, je me tourne vers le gouvernement. Donc, le gouvernement aussi, avec ses moyens qu'il peut, il peut aider la population, mais il ne peut pas aider tout le monde de la même manière. Donc, automatiquement, en créant un écosystème réel, un écosystème où la consommation est parfaite, avec effectivement la carte Colosso, effectivement, on vient apporter des outils supplémentaires aux banques pour pouvoir injecter dans l'économie. Donc ça, c'est hyper important. Chez nous, le transfert d'argent, c'est une évidence. Le transfert d'argent, c'est gratuit chez nous. Okay? Donc, automatiquement, en faisant le paiement et en apportant une solution réelle à la population ivoirienne, on va les inciter à venir maintenant à utiliser ce système-là. Donc, la formation devient importante. Donc, quand on parle de formation ici, c'est vraiment une formation sur la saine gestion financière des individus, qui fait qu'aujourd'hui, on a signé des accords avec, par exemple, des universités, on a signé des accords avec des écoles où nous organisons même des séminaires, des ateliers de formation sur la saine gestion financière pour pouvoir effectivement donner ces outils à ces jeunes qui vont pouvoir rentrer dans un écosystème, dans un système réel de confiance. Parce que quand on a la confiance derrière, ça va trop bien. Monsieur Belli, excusez-moi, je voulais faire un cas pratique. Allez-y. Pas si ça vous dérange. Ah non, du tout. On a Mademoiselle Tori qui est avec nous, qui organise des événements, qui fait des tenues professionnelles ou des tenues pour des mariages et autres. Exact. Si elle a besoin d'un financement ou d'un investissement, comment Colosso peut à terme l'aider à l'obtenir? Tout simplement en équipant Madame Seka par un moyen de paiement, déjà. Aujourd'hui, bon, il y a des difficultés sur le territoire, hein, je vous parle. Vous m'avez marié en temps, hein? C'est Mademoiselle Tori. Ah, ok, Mademoiselle Tori. Ok, c'est parfait, Mademoiselle Seka. Donc, je disais, Mademoiselle Seka, on va dire, elle pourrait effectivement être équipée des moyens de paiement. Ok, faut savoir qu'aujourd'hui, les moyens de paiement qui existent sur le territoire de l'Afrique en général. Ce sont par exemple des terminaux de paiement qu'on donne pour Madame Seka. Et qu'est-ce qui se passe? La banque, on va dire, lorsqu'il y a un paiement, la banque prend, ou bien l'entreprise qui a donné cette entité de paiement qui s'appelle le terminal de paiement TPE, prend à peu près 3% de son chiffre d'affaires. Et en gros, on va dire, garde les fonds pendant une certaine période, une semaine, 2 semaines, voire un mois, et après redonne en gros cet argent à Mademoiselle Seka. Dans le cas de Colosso, c'est trop compliqué ça, concrètement. Donc, qu'est-ce que nous on fait? On lui donne notre système TPE gratuit, on lui donne ça, on installe ça gratuitement chez elle. Quand il y a une personne qui dispose d'une carte Colosso, vient chez elle et paye directement sur ce terminal de paiement, automatiquement ou même systématiquement, l'argent est redistribué à Mademoiselle Seka sans que Colosso prenne un franc. Qui fait que on vient dire à Madame Seka, utilise notre moyen de paiement, sécurisé en plus de ça, et en plus de ça, tu auras une traçabilité de tes opérations. Qui fait que dans 2 mois, dans 5 mois, dans 6 mois, on aura une connaissance réelle de ce qui se passe dans ta business, dans ton entreprise. Et qui fait que au-delà de ça, on pourra l'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des partenaires bancaires ici en Côte d'Ivoire. Pour ne citer que 2 banques, nous avons Basic comme partenaire, nous avons GTBank comme partenaire, nous avons aussi des microcrédits qui ont adopté l'écosystème Colosso. Donc, ces partenaires financiers pourront maintenant finalement
accompagner Mademoiselle Seka et surtout maintenant, vu qu'ils connaissent Mademoiselle Seka, qu'est-ce qui va se passer avec un taux d'intérêt plus bas? C'est ça aussi le nerf de la guerre, le taux d'intérêt plus bas. Parce qu'avec la connaissance, on vient accompagner ces personnes-là de la bonne manière. Et moi, j'invite même le guichet PME à utiliser même Colosso pour tous ces services au niveau de ces PME. Parce que le fait de comprendre et de comprendre ce qui se passe dans le secteur, on va dire, privé, va effectivement va pouvoir en gros donner beaucoup plus d'outils aux PME, au guichet unique PME, pour accompagner aussi ces entreprises-là. Et donc, c'est cet écosystème que nous on essaie d'installer ici en Côte d'Ivoire et de déployer. Ce n'est pas facile, je vous l'avoue, parce que nous sommes tous des entrepreneurs, on sait comment ça se passe, mais l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on s'adresse à un marchand, on fait du porte-à-porte, on discute avec quelqu'un, cette personne, effectivement, comprend notre objectif et embarque. Et au niveau de la formation, c'est plus important. Et au niveau de la formation de notre jeunesse, c'est très important aussi. Donc, concrètement, c'est comme ça qu'on peut aider Madame Seka. Mademoiselle Seka, excuse-moi. D'accord, merci. C'était Mademoiselle Touri. Hein. C'est pas grave. Ok, je ne vois pas son nom des parages, donc c'est pour ça que… Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Monsieur Hassan, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce volet-là? Je remercie encore une fois M. Belli pour le très beau travail que Colosso fait actuellement sur le terrain. Alors, je voudrais juste dire que en ce qui concerne l'entrepreneuriat, nous avons quand même plusieurs programmes qui sont en train d'être mis en œuvre, sinon qui sont mis en œuvre quand même, ça fait un bon moment depuis que nous sommes créés, avec l'appui de certains bailleurs, dont la GIZ et bien d'autres. Nous arrivons à lancer des programmes avec, par exemple, Orange, sur le programme Orange Corner, où des initiatives sont prises, sont prévues avec, n'est-ce pas, les étudiants. Donc ça, par exemple, c'est très important parce que ça permet à ces étudiants-là de déjà développer l'esprit entrepreneurial. Au niveau, par exemple, des femmes, il y a des programmes d'excellence à l'entrepreneuriat qui sont mis également en œuvre pour permettre aux femmes d'avoir quand même tout ce qui concerne la formation. Monsieur Belli l'a dit tout à l'heure, la formation est très importante et je le confirme d'ailleurs. Avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut maîtriser quand même tous ces contours-là. Et donc, à travers ces programmes-là, nous arrivons, n'est-ce pas, à développer l'esprit entrepreneurial au niveau de notre pays. Merci, M. Assandé. Mademoiselle Théorie, vous avez quelque chose à ajouter sur ce volet? Alors, moi, je n'ai pas vraiment grande chose à ajouter. Tout a été dit. Nous savons les offres de Colosso, nous avons les offres de PME, nous avons les offres de M. Yapi. Moi, je n'ai pas d'offre. Je ne peux pas vous organiser des mariages gratuitement, voilà, parce que nous, on travaille avec des prestataires, donc ce sont des gens qu'il faut payer. Par contre, en partenariat avec d'autres structures d'événementiel également, on pourra organiser des activités, pas totalement gratuites, mais dont les coûts seront abordables à tous. Voilà. Et je pense que dans les jours à venir, on pourra, sur notre page Facebook, donner nos programmes à venir pour des événements. Maintenant, qu'est-ce que je peux demander? Ok, merci beaucoup. Je voulais savoir rapidement au niveau de lorsqu'on a écouté plus ou moins toutes ces conversations et tous ces échanges-là, aujourd'hui, pourquoi entreprendre en Côte d'Ivoire reste difficile selon vous? Et selon vous, vraiment, qu'est-ce que vous voyez comme difficulté et qu'est-ce qui contribue en fait à cette difficulté-là? Bon, je prends la main. Monsieur Yapi, on dirait que Miss Tori veut prendre la parole, donc on va se faire les galants, elle va commencer et puis on…
D'accord. Donc, à ce niveau, je vais partir de moi, mes challenges personnels que j'ai rencontrés quand j'ai débuté il y a 2 ans. D'abord, c'est vrai que nous avons tous des idées, de très belles idées d'ailleurs. Quand vous rencontrez d'autres jeunes qui ont vraiment des visions, des rêves, ils ont des projets vraiment très intéressants. Mais le facteur le plus difficile d'abord, c'est le capital. Voilà. Parce qu'une chose est d'avoir des idées et une autre est d'arriver à matérialiser ce que nous avons dans nos esprits. Donc, une belle idée sans capital, ça reste juste une belle idée. Voilà, ça ne va rien donner si je veux dire ça comme ça. Si Colosso n'avait pas épargné, je ne pense pas que Colosso allait être Colosso aujourd'hui. Ça allait être juste un ingénieur toujours derrière ses avions en train de dire décoller, atterrisser, mais sans jamais être Colosso aujourd'hui. Et je pense que c'est un peu pareil pour M. Yapi qui a pris juste son ordinateur, qui s'est retrouvé au Congo, etc., etc. Et après, je pense que tout a été préparé. Mais le défi majeur aujourd'hui de nos jeunes, c'est la recherche de capital. Tout le monde a la fougue, oui, les gens ont l'énergie, les gens ont la volonté, mais ils n'ont pas de financement, ils n'ont pas d'argent, ils ne savent pas par où commencer. On assiste à des séminaires, à des, comment je vais dire, à des, comment on dit, conférences, mais comment ils appellent les trucs? Masterclass. Entreprendre à partir de 0 francs, entreprendre à partir de 0 francs. Mais c'est faux. 0 francs comment? 0 francs comment? Parce que même si tu vas coudre un peignoir, le tissu que tu vas acheter, c'est avec de l'argent, c'est pas 0 francs. Le Libanais qui a son tissu ne va pas te donner ça gratuitement. Donc, on nous dit entreprendre à partir de 0 francs, mais c'est pas totalement vrai. Donc, là, il y a la recherche de capital qui est un point majeur. Aussi, il y a la recherche de la clientèle. Voilà. À qui tu vas vendre ton produit? Quel est ton ciblage? Voilà. Donc, et puis, je continue. Aussi, il y a... je vais tout dire. Déchaîné, là. Et à côté de ça aussi, il y a les charges. Il y a les charges très souvent qui sont vraiment énormes à supporter. Quand vous débutez, vous voulez toucher à tout. Vous êtes tellement passionné, je veux dire, vous êtes tellement à fond dans votre activité que vous voulez tout faire. Et après, vous êtes planté par les charges, en fait. Donc, ça, c'est 3 sur 1000, je vais dire, difficultés que chaque entrepreneur rencontre. Et je veux donner la possibilité aux autres de nous dire aussi qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme challenge. Monsieur Yapi, je pense que la transition est faite. Ok. Alors, c'est vrai que entreprendre, ce n'est pas facile. J'écoutais il n'y a pas très longtemps une vidéo, c'était une pépite de Bernard Tapie, un truc de 2 ou 3 minutes de Bernard Tapie, peu de temps après son décès. Et je me suis dit, mais tiens, voilà quelqu'un qui était brillant et qu'on ne connaissait que de loin sur certains aspects. Mais il a dit plusieurs choses, hein, mais d'abord, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a suffisamment d'énergie, de fougue pour faire avancer les choses, mais qui a aussi suffisamment de sagesse. Vous voyez qu'il y a une contradiction parce que pour avoir la sagesse en général, il faut avoir un certain âge. Et quand on a un certain âge, on n'a plus forcément toute l'énergie. Entreprendre, ce n'est pas facile. Et je crois que l'une des difficultés, c'est le fait qu'on n'appréhende pas suffisamment toutes les difficultés auxquelles on peut être confronté. Au début, on est emporté par la joie de son idée. Et par la suite, il y a des difficultés qui se présentent. Et c'est en cela que l'exercice, bon, on me dira, je suis consultant en cabinet, c'est pour cela que je le dis ainsi, l'exercice de rédiger un business plan, de rédiger un plan d'affaires, il n'est pas anodin. Un plan d'affaires, un plan, c'est quelque chose qui vous permet d'aller d'un endroit A à un endroit B. Il peut être élaboré, il peut être simple, mais il faut un plan. Il faut un plan parce que on vous dit simplement, si vous voulez ouvrir un pressing dans votre quartier, vous devez savoir combien de potentiels clients il y a. Vous devez rechercher le nombre de personnes dans le quartier qui lavent leurs vêtements au pressing. Vous devez savoir combien il y a d'autres pressings qui vont vous faire la concurrence. Donc déjà,
le fait de mûrir ces idées, d'y penser régulièrement, vous prépare et vous savez qu'il y aura des difficultés et quand elles surviennent, vous pouvez les surmonter. Mais en général, le problème, c'est qu'on n'est pas suffisamment préparé aux difficultés et quand elles surviennent, on est un peu perdu. Quand on a fait un business plan, un projet prévisionnel, un budget prévisionnel avec un plan prévisionnel de trésorerie, on sait qu'en janvier, on aura 5 millions d'entrées, mais on aura peut-être 7 millions de dépenses. On le sait, donc on n'est pas inquiet. On sait qu'on a un gap de 2 millions à trouver, donc on va aller chercher ces 2 millions-là, soit auprès des banques si cela est possible ou auprès des amis, etc. On sait qu'au mois de mars, on aura beaucoup de ventes, donc on aura un excédent de trésor. On sait que après les fêtes de Pâques, il y aura moins d'achats, etc. Donc, il faut se préparer. Il ne s'agit pas de faire 10 ans à maturer son plan d'affaires. Il faut faire un minimum et puis après sur le terrain, parce que finalement, c'est le terrain qui commande la stratégie. Sur le terrain, on ajuste. Donc, voilà l'une des difficultés auxquelles on peut se retrouver confronté. Personnellement, bon, ça fait 20 ans que je fais du conseil juridique et fiscal. J'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs, de sorte que déjà, j'étais plus ou moins préparé à certaines difficultés qu'on peut rencontrer à travers le parcours de mes clients. Et donc, j'étais plus ou moins averti. Et donc, ce qui survient ne me surprend pas tellement. J'ai la chance d'avoir été préparé par mon expérience professionnelle passée. Voilà ce qu'on peut dire. Les difficultés, il y en a. C'est effectivement trouver du capital pour commencer. C'est effectivement trouver des clients. En général, nos premiers clients, on compte sur nos poches. Mais si je vends du poisson, mes poches, ils ne mangent pas 100 kilos de poisson par semaine. Une fois qu'on les a servis, après, il faut trouver d'autres clients. Donc, il faut trouver des clients. Les difficultés, il faut trouver des collaborateurs. Alors, ça, c'est l'une des difficultés dans notre secteur d'activité. À haute technicité, il faut trouver des collaborateurs brillants qui ne vous coûtent pas trop cher parce que vous êtes en début d'activité ou même vous ne vous payez pratiquement pas le salaire. Mais il faut trouver des gens compétents. Ça, c'est l'une des difficultés que nous, on peut avoir. Mais après, quand on veut le faire, quand on a la passion, on finira toujours par trouver une solution à ces difficultés-là. Je vais prendre la petite ligne parole aussi. Donc, pour ce sujet, donc merci Marcel et vraiment c'était vraiment bien résumé et condensé ce que je pense aussi. Tu as parlé effectivement de plan d'affaires. Pour moi, c'est hyper capital. Ce plan d'affaires-là qui va aussi après vous accompagner, vous aider en gros à trouver aussi votre valeur ajoutée. OK? Pour après, derrière, aller chercher une niche. OK? Mais par contre, la niche que vous devez chercher, ce n'est pas une niche où il y a 2 personnes. OK, c'est doit être une niche déjà où il y a une vraie valeur, où vous pouvez aller récupérer, on va dire, une certaine type de clientèle qui n'est pas touchée. On va dire, je donne un exemple. Aujourd'hui, il y a il y a le sport, c'est quand même intéressant. S'entraîner, c'est quand même intéressant. Donc, il y a des salles de sport qui pilulent partout, par exemple à Abidjan. Et du coup, il y a des entraîneurs privés qui viennent aussi maintenant chez eux. Maintenant, la niche, qu'est-ce qu'on peut trouver comme niche? C'est de trouver une niche, par exemple, un entraîneur privé qui, on va dire, se spécialise avec les femmes enceintes. OK, donc de s'assurer maintenant que derrière les femmes enceintes, il y en a assez pour qu'ils puissent effectivement exercer et avoir des revenus comme ça. Et ça, juste cette ligne-là, en gros, ne nécessite pas, on va dire, un plan d'affaires de 20 ans. On va dire, c'est vraiment trouver la niche et cette niche-là, avec maintenant la passion derrière qui vous amène, qui vous conduit, qui va vous différencier et qui va vous, on va dire, va vous amener vers d'autres types d'horizons que vous n'avez pas pensé. Moi, je pense quand même, on va dire, vous savez, hein, les entrepreneurs, là, pour être vrai, on a tous les mêmes problèmes, qu'on soit au Canada, en France, au Côte d'Ivoire, etc., etc. Vous savez, hein, moi je dis toujours, hein, c'est vraiment la personnalité qui fait qu'un entrepreneur est bon entrepreneur. Okay? On a des environnements différents. Okay? Peut-être qu'au Canada ou en France ou aux États-Unis, il y a beaucoup plus accès au financement. Peut-être qu'en Afrique, il y a moins accès au financement. Mais par contre, ici, il y a beaucoup plus de monde. Au Canada, il y a moins de monde. Donc, il fait que sur chaque terrain, okay, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, l'être humain fait qu'on doit s'habituer, on doit en gros trouver des solutions par rapport à son environnement. Donc, quand on bâtit par exemple une entreprise, on se doit effectivement de comprendre son environnement, à qui on veut offrir son service. On veut offrir son service, par exemple, d'événementiel
à un type de client particulier. Donc, on prépare en gros concrètement quelque chose. Et au début, effectivement, comme Marcel l'a dit, c'est de travailler avec ses proches. Et après, peut-être on n'a pas assez d'argent, de capital et d'investir dans les médias sociaux en termes de publicité. Mais par contre, il y a le phénomène du bouche à oreille qui est hyper important. Aller chercher, en gros, on va dire, comme je dis, allez chercher au niveau de vos anciens clients des feedbacks. Okay, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais j'oublie. Bon, allez chercher du feedback au niveau de vos anciens clients. Et ces anciens clients-là, derrière, ils vont vous améliorer. Et ces anciens clients-là, le fait même d'aller voir ces anciens clients dire comment s'est passé mon service, ils vont voir une démarche qui est saine, importante. Et même ces anciens clients pourront vous référer d'autres clients et travailler votre réseau. Le réseau, il est hyper important. Pour moi, la force du réseau est là, est incroyable. Parce que quand on a un bon réseau, automatiquement derrière, on peut ouvrir toutes les portes. Moi, je dis toujours, hein, je suis à 2 portes d'Obama. Je suis à 3 portes de n'importe qui peut en gros m'aider pour ma business. C'est hyper important de travailler avec son réseau. Et comme tu as dit aussi, Marcel, la connaissance du terrain va nous permettre, entrepreneurs, effectivement, de réajuster après derrière. Et en réajustant, on va effectivement dire que ce qu'on propose, c'est pas bien ou c'est bien, donc on accentue ou on ralentit. Il faut savoir se remettre en cause. Parce que c'est pas parce qu'on a une très bonne idée au début que cette idée ne peut pas évoluer au fil de temps. Et c'est hyper important de se réadapter et d'être agile. En gros, le mot agile revient beaucoup, très souvent actuellement, mais l'agilité, c'est exactement ça. Savoir, en gros, avoir la capacité de se réadapter en fonction des situations qu'on vit. Le terrain, c'est hyper important. Mais en gros, je dis toujours aussi, quand on a une entreprise, c'est pas le fait d'aller chercher de faire des gros revenus qui est important. Pour moi, le plus important, c'est d'aller chercher plus de profit. Donc, plus de profit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit gérer ses actifs, on doit gérer ses passifs et avec ça, aller chercher à maximiser son profit. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'aujourd'hui, je pense que mademoiselle Toori peut faire de belles choses pour en gros grandir son activité. Colosso peut faire de grandes choses et le territoire, en gros, où est-ce qu'on se retrouve actuellement en Côte d'Ivoire, parce qu'on parle de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, l'environnement avec la jeunesse ivoirienne qui veut apprendre, la jeunesse ivoirienne qui veut aller plus loin, qui a des ambitions. Moi, je pense qu'on est apte vraiment pour tout type d'entreprise qui est bien structurée à aller de l'avant et à grandir et à faire de la croissance et à aller chercher plus de profit. C'est ça mon point de vue aujourd'hui. Mon ami Asandé. Je crois que les personnes ressources qui sont sur le terrain en ont dit assez. À notre niveau, voilà, nous, comme nous l'avons tout à l'heure dit, nous, au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, nous avons un guichet qui est disponible pour accompagner l'ensemble des PME. Et ce guichet-là, il est scindé en 3 parties. Donc, le premier va concerner tout ce qui est création, démarrage. Donc, avant même de se lancer dans l'entrepreneuriat, nos conseillers en développement d'entreprise sont disponibles à travers des services gratuits pour orienter, conseiller ces aspirants à l'entrepreneuriat ou ces futurs entrepreneurs à pouvoir faire de bons choix au départ. Donc, qu'ils soient au niveau des startups, nous avons l'ensemble des programmes avec les bailleurs, comme je l'ai dit tantôt, pour, n'est-ce pas, leur permettre de pouvoir bénéficier d'un accompagnement, que ce soit des accompagnements techniques, c'est-à-dire des renforcements de capacités, pourquoi pas accompagnement financier, bénéficier de fonds d'amorçage, d'incubation et tout. Et puis derrière, le troisième volet qui sera en fait la croissance et le développement pour les entreprises qui ont déjà plus de 3 ans d'existence, qui cette fois-ci ont des enjeux de développement, peut-être même au plan local ou à l'international, qui ont des enjeux financiers, arriver à les aider à trouver voilà, des entreprises financières, des banques, pour pouvoir leur permettre, n'est-ce pas, d'avoir ce qu'il leur faut, ne serait-ce qu'un peu d'oxygène pour faire un pas de plus. Donc voilà, pour vous dire que l'agence est ouverte, elle est disponible pour l'ensemble, n'est-ce pas, des PME et des entrepreneurs. Merci. D'accord. Une question pour M. Yapi. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des dispositions spéciales qui
milite en la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un atelier ou d'une activité que vous avez eue dans le cadre du Code des investissements. Est-ce que on peut avoir quelques informations sur cet élément-là? Alors, donc, très rapidement, les dispositions qu'on peut mettre en place pour des entreprises peuvent être juridiques ou fiscales. Donc, au plan juridique, déjà, il y a le statut, ce qu'on appelle le statut de l'entrepreneur, qui permet aux tout petits entrepreneurs d'avoir leur registre de commerce, etc., sans utiliser les statuts, tout ça. Et je crois que l'Agence Côte d'Ivoire PME est en première ligne sur ce sujet-là, parce qu'il y a à peu près 2 semaines, au sein du MPME dont je suis membre, j'ai animé un panel avec le ministre des PME et qui a insisté sur le fait que je crois que l'Agence Côte d'Ivoire PME accompagne donc, toutes les personnes qui ont une idée, qui veulent avoir le statut légal d'entrepreneur pour pouvoir commencer. Et donc, il y a des facilités, en tout cas dans l'ordonnancement juridique. Après, dans la pratique, c'est autre chose, mais en tout cas, les textes existent. Au plan fiscal également, c'est le nerf de la guerre à l'argent. Il y a beaucoup de mesures. Le Code général des impôts et des textes non codifiés contiennent beaucoup de faveurs fiscales. Donc, j'ai parlé donc du Code des investissements. C'était avec une banque et ce même webinaire, je l'avais animé il y a à peu près 2 ans au sein même de l'Agence Côte d'Ivoire PME sur les mesures de faveur dont peuvent bénéficier les PME. Donc, ces mesures-là, elles existent. Après, elles peuvent ne pas être toujours bien montées, bien adaptées, etc. Il revient aux entrepreneurs sur le terrain et à nous, fiscalistes, de remonter ces informations aux législateurs pour qu'on puisse bien ajuster les mesures. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de mesures de faveur qui sont faites aux entreprises. Je vous donne 2 ou 3 exemples. Il y a des crédits d'impôt dont on peut disposer quand on embauche des personnes en CDI. Donc, je dis, si vous embauchez une personne en CDI, que vous avez droit à un crédit d'impôt de 1 million, vous voyez que c'est assez conséquent. Bon, alors, il faut avoir embauché au moins 3 ou 4 ou 5 personnes sur l'année, de sorte que ça peut être difficile pour les petites entreprises d'en bénéficier, mais c'est à nous de lutter pour montrer à l'État qu'il faut descendre le niveau minimum de personnes embauchées pour pouvoir bénéficier de ces mesures de faveur-là. Il y a des mesures qui incitent donc à l'innovation et à la croissance. Les entreprises qui achètent des brevets, parce que le brevet ou le procédé de production, c'est à la base de l'entreprise. Donc, si vous êtes une PME que vous achetez un brevet pour améliorer votre production, vous avez droit à un crédit d'impôt. Dans le code des investissements, si vous faites un certain niveau d'investissement, vous avez droit à des réductions d'impôts ou à des crédits d'impôts d'un certain montant de votre investissement. Et si cet investissement il est réalisé en dehors d'Abidjan, les faveurs sont encore plus importantes. Donc, tout ça, ça existe. On peut pas en parler ici en long et à large, mais toutes ces mesures existent. Je vais finir avec le VITIB. Donc, le VITIB, qui est le village des technologies, de l'information et des biotechnologies. En 2004, le législateur ivoirien a adopté une loi sur les zones franches de la biotechnologie, qu'on appelle les ZBTIC, donc zones franches de biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Donc, cette loi-là dit qu'en Côte d'Ivoire, il va se créer plusieurs zones franches qui sont hors de la législation fiscale classique. Et lorsqu'une entreprise qui remplit les conditions s'installe dans ces zones franches-là, elle bénéficie donc d'une réduction importante d'impôts. Elle ne paye aucun impôt, elle paye uniquement, à partir de la 6e année, elle paye uniquement 1% de son chiffre d'affaires. Dès le début, elle paye une redevance de 2,5% qui couvre le loyer qu'elle doit payer pour être à l'endroit où elle est. Et ensuite, c'est à partir de la 6e année, elle paye 1% d'impôt. C'est assez intéressant. Et la première zone franche, l'unique que nous avons pour l'instant, c'est le VITIB à Grand Bassam. Mais il pourrait exister d'autres zones franches à Kourgo, à Mans, où des entreprises dans le domaine des TIC peuvent s'installer pour bénéficier de mesures de faveur. Et ça peut intéresser Colosso, je pense, parce que j'imagine bien que les TIC sont un élément important du modèle d'affaires de Colosso. Et donc, ça, c'est des choses qui sont vraiment intéressantes, qui sont importantes. C'est vrai que bon, Bassam n'est plus si loin d'Abidjan que cela, avec l'autoroute, donc on peut s'y installer. On a la mer à côté, on habite à Bassam, on a la mer à côté, en plus on paye moins d'impôts. Tout le monde va au VITIB. Je me vois bien à la mer. Comment? Ok. Je me vois bien à la mer, je disais. On vous a pas entendu, M. Guerrero. Je me vois bien à la mer, je disais. Ah, ok, d'accord. Ben, avec le punch, ça ira. Ok, donc pour dernière question, vraiment pour pouvoir
clôturer en fait notre série de questions-réponses dans le cadre de ce panel-là. Selon vous, quelle est la meilleure recette pour entreprendre en Côte d'Ivoire? Quelle pourrait être la meilleure recette? Je laisse à M. Assante d'abord parler. En fait, Monsieur si vous Assante, laissez M. Assandé parler, vous êtes sur le terrain, nous sommes juste derrière pour vous appuyer. Donc, vous serez plus à même. Pas que je suis en train de refuser de répondre. Voilà, je vais me jeter à l'eau vu que l'ensemble des panélistes me permet de répondre à cette question. Merci beaucoup. Effectivement, la question est très importante. Et moi, déjà, ce que je peux déjà dire, c'est que pour entreprendre, il faut d'abord avoir les informations. Il faut s'informer au maximum. S'informer au maximum et M. Yapi n'a pas manqué de le dire. Il faut savoir, par exemple, quel est le statut juridique de son entreprise qu'on veut créer. À cet effet, il a même ouvert une brèche sur le statut de l'entrepreneur. Et je voudrais revenir rapidement sur cette question du statut de l'entrepreneur qui est très capitale pour surtout les petites entreprises, celles-là qui commencent dans l'entrepreneuriat. Donc, le statut de l'entrepreneur, c'est quoi déjà? C'est un statut qui a été initié par l'OADA en 2010, qui permet, n'est-ce pas, de bénéficier d'un régime juridique simplifié. Et il y a beaucoup d'autres avantages que celui qui est enregistré, qui est enrôlé au statut peut pouvoir bénéficier. Je veux en citer quelques-unes. La procédure simplifiée et gratuite. Et il faut dire que concernant le statut, c'est au niveau de l'agence Côte d'Ivoire PME, comme M. Marcel a dit, qu'il faut faire l'enrôlement. Et cette demande-là se fait de façon gratuite sur simple déclaration auprès de l'agence. Donc, si quelqu'un vous dit tout de suite qu'il y a possibilité de s'enrôler à 1000 francs pour bénéficier du statut de l'entrepreneur, c'est de l'arnaque. Donc, j'insiste vraiment là-dessus, c'est vraiment gratuit ce statut-là. Il permet également de bénéficier de certaines obligations fiscales qui sont assez minimisées, l'extension même de la couverture sociale au niveau des travailleurs indépendants, c'est-à-dire la CNPS leur permet de bénéficier d'un statut assez spécifique. Et il y a également la meilleure, sinon un accès assez facile au marché, un accès assez facile au financement et surtout le renforcement des capacités techniques et managériales de l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, vraiment, comme je l'ai dit, je reviens en plus de ce que je viens de présenter sur le statut de l'entrepreneur, je reviens sur la question elle-même. Il n'y a pas d'astuce assez spécifique parce que le terrain également, il est assez dynamique et l'activité elle-même va être définie par l'ensemble des acteurs qui pourront être impliqués. Donc, on ne peut pas donner une recette sûre, en tout cas une recette sur mesure, mais ce sont juste des conseils qu'on peut donner. Il faut surtout éviter ce qu'on appelle l'entrepreneuriat de survie. On n'entre pas dans l'entrepreneuriat juste parce que, par exemple, on a eu un premier marché. Un ami nous a soufflé qu'une entreprise a besoin de 10 000 cartons de RAM et tout de suite, on devient entrepreneur. Non. Je dis non. Il faut que l'entrepreneuriat dans lequel on veut se lancer soit motivé par exemple, la découverte des besoins réels qu'on cherche, n'est-ce pas, à satisfaire. Revenir, par exemple, sur le marché. Il faut s'assurer d'avoir vraiment des marchés qui vont pouvoir couvrir, et ça, M. Yapi peut le confirmer, arriver à couvrir l'ensemble de ces charges. Parce qu'entreprendre aussi, il y a quand même beaucoup de charges derrière, et les panélistes l'ont très bien signifié, il y a beaucoup de charges derrière, donc il faut arriver quand même au départ à pouvoir minimiser ces coûts-là en s'assurant que les marchés que nous avons puissent permettre d'atteindre cet objectif-là. Et comme je l'ai dit, l'agence est disponible pour vous donner encore de plus amples informations, vous donner de plus amples conseils, vous accompagner à pouvoir, n'est-ce pas, réussir cette initiative entrepreneuriale. Je m'arrête là, s'il vous plaît.
Donc, je vais compléter aussi. J'avoue que pour moi, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas. J'ai beaucoup réfléchi à cette question-là. Ok, quand j'ai commencé à travailler, pour moi, il n'y a pas de recette, on va dire magique. Il n'y a pas de recette comme Constant a dit. Il n'y a pas de recette, mais par contre, par exemple, je fais une analogie. Hein, lorsque on fait une bonne sauce arachide, on met plusieurs ingrédients et la manière qu'on met les ingrédients, il y a un goût qui se dégage. Pour moi, effectivement, il y a des ingrédients qui sont comme, effectivement, on va dire, à ne pas négliger. Des ingrédients, pour moi, dans ces genres d'entreprise, comment entreprendre? D'abord, pour moi, il y a 2 ou 3 ingrédients qu'il ne faut pas négliger. D'abord, le premier, c'est la passion. Ok, il faut vraiment être passionné. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut ne même pas compter ses heures. Il faut se dépasser, il faut travailler, il faut penser au-delà du box. En gros, il faut travailler et vraiment concevoir vraiment cette idée, passionner et vivre cette idée. D'abord, et ça c'est un deuxième plan, dans un deuxième ingrédient que je dirais, c'est le réseau. Ok, pour moi. Pour moi, le réseau, c'est important parce que pour moi, la force du réseau est incroyable. Et je vais citer aussi mon frère qui dit souvent, ensemble, on est plus fort. Ensemble, on est plus fort. Donc, l'idée derrière, c'est de créer autour de l'entrepreneur, on va dire, un haro de personnes qui va effectivement épouser cette cause-là, épouser l'idée même de l'entrepreneur qu'il a vraiment créé et entrepris. Pour moi, parce que c'est hyper important d'avoir autour de soi un bon réseau. Parce que vous savez, hein, on vous juge beaucoup aussi avec votre réseau. Les gens autour de vous qui disent que, on va dire, c'est n'importe quoi entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est pas bon. Tu vas mourir de faim. Tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et que du négatif autour de soi, automatiquement derrière, tu n'es pas intéressé à faire de l'entrepreneuriat. Du coup, tu mets ton idée à côté. Donc, pour moi, le réseau, ça reste hyper important pour l'ouverture des portes et aussi pour la motivation personnelle. C'est hyper important. Et la troisième chose, ça va aussi avec les deux, pour moi, c'est la persévérance. OK? Parce que c'est clair, c'est jamais facile. Il y a des compétiteurs qui sont sur le terrain. Il y a toutes sortes de choses qui sont sur le terrain. Il y a des remontées, il y a des bugs, il y a des difficultés quand on va même dans un autre pays ou bien dans un pays ou même qu'on connaît. Il y a des difficultés partout. Mais par contre, si à la moindre difficulté, on fuit en arrière, automatiquement, on risque de perdre quelque chose de beau qu'on construisait. Donc la persévérance, ça reste quand même hyper important dans cette histoire d'entreprendre. Parce que le matin, quand vous vous réveillez, il n'y a personne qui vous dit quoi faire. À midi, quand vous partez manger, ou même si vous partez manger, vous ne savez même pas souvent quoi manger, mais par contre, vous êtes là à midi, vous travaillez. Le soir aussi encore, souvent, il faut travailler. Et souvent, même du matin au soir, on a des difficultés, la journée ne se passe jamais comme il faut. Parce que c'est ça la vie dans l'entrepreneuriat, c'est ça la vie, la journée, on ne sait même pas ce qui va se passer demain matin. Mais par contre, il faut se réveiller toujours et aller travailler. Il faut poser des actes pour que l'idée initiale, en gros, de l'entreprise que vous avez mis en place arrive à une certaine maturité. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est beau. C'est tous les jours découvrir quelque chose de différent, tous les jours apprendre quelque chose de différent et tous les jours rencontrer des personnes différentes. Là, j'ai rencontré M. Marcel aujourd'hui, qui je suis très ravi de l'avoir rencontré. Constant, je le connaissais déjà, donc ça fait plaisir encore de vous voir ici dans une activité de ce genre. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, c'est de rencontrer des personnes qui sont différentes, qui sont, on va dire, atypiques et qui veulent aller de l'avant. Et ça, ce partage-là, pour moi, c'est idéal. Et c'est la manière de vivre ce partage-là qui fait que l'entrepreneuriat, pour moi, c'est génial. Et j'incite tout le monde à entreprendre, même si ce n'est pas tout le monde qui peut entreprendre. Merci. Ok, mais je pourrais presque dire que Belly a tout dit, hein. La passion au début, parce qu'il faut vouloir entreprendre, il faut aimer l'entreprise qu'on est en train de créer, l'idée qu'on est en train de développer. Donc, la passion, c'est vraiment important. La persévérance, effectivement. La persévérance, je ne sais plus trop qui disait que le succès, c'est 1% d'inspiration et 99% de sueur. Alors, cette sueur-là, c'est la persévérance. Persévérer et ne pas reculer. Il faut quand même aussi une vision et une méthodologie parce qu'on ne peut pas taper dans tous les sens. Si on ne sait pas où on va, on n'y arrivera jamais.
et donc maintenir l'effort, mais dans le même sens, dans la même direction, être focus. Vous voyez, le laser, c'est la concentration de particules de lumière sur un point donné qui arrive à découper même du métal. Ce n'est que de la lumière, mais parce que c'est concentré sur un point donné, ça arrive à découper du métal. Donc, cette persévérance-là, elle doit être orientée vers vraiment un objectif fixe duquel on ne se détourne pas. Sans être borné, on a un objectif. Les méthodes sur le terrain commande la stratégie. Hein. Sur le terrain, vous pouvez ajuster. Vous devez avoir un objectif auquel vous vous en tenez. Il y a certains même qui disent qu'ils refusent de se donner un plan B. Parce que quand on se donne un plan B, le cerveau nous prépare à échouer sur le plan A. Donc, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. On est focus sur son objectif. D'abord, il faut être souple et il faut être pragmatique. Mais l'objectif initial, il n'y a pas de il n'y a pas de compromission. L'objectif, on doit l'avoir. AMDG Conseils Fiscaux ambitionne d'être l'un des plus gros cabinets de conseil juridique et fiscal à Abidjan. Et ça, cet objectif-là, il est là. Donc, on concentre toutes nos forces pour y arriver dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, il faut ça, il faut être accroché à son objectif, mais il faut avoir une méthodologie. Il faut d'abord définir sa vision et puis avoir une méthodologie à laquelle on s'accroche pour pouvoir arriver à réussir. Ce n'est pas facile, ce ne sera pas facile, mais j'ai tendance à dire que c'est encore plus passionnant dans les débuts parce qu'après, quand tout est installé, quand tout est en place, bah, vous devenez presque comme un fonctionnaire et c'est pour ça que vous verrez des gens qui ont très bien réussi dans leur domaine qui vont créer d'autres entreprises parce qu'ils recherchent cette adrénaline du début là. Ou alors, s'ils ne créent pas d'autres entreprises, mais au sein de la même entreprise, ils la font évoluer en permanence. Aujourd'hui, Mark Zuckerberg nous propose les métaverses. Mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie les métaverses? Mais je crois qu'il a envie de retrouver l'adrénaline du début de Facebook. Donc voilà un peu les éléments qu'on peut avoir. Après, chacun sa méthode, mais l'essentiel, c'est… Merci. Merci beaucoup. On va clôturer. Alors, à ce point, encore tout a été dit déjà par les chers messieurs. Donc, moi, je vais terminer rapidement. Quand on me demande quelles sont les clés pour réussir à entreprendre en Côte d'Ivoire, donc c'est comme Monsieur Guéraud a dit, il n'y a pas de clé. Monsieur Constant aussi, je pense qu'a dit la même chose. Je vais dire, c'est un cocktail qui donne la réussite dans l'entrepreneuriat. Donc, je vais dire, dans cette jungle où nous sommes, c'est un cocktail de beaucoup de choses. Et le premier niveau, c'est de ne pas zapper le business plan. Donc, le business plan, c'est un peu comme le parchemin qu'un entrepreneur a. C'est ce qui te conduit, c'est ce qui t'oriente, c'est ce qui te permet de savoir où tu vas, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu feras, etc. Et à côté de ça, à côté du business plan, il y a aussi que tu dois développer une mission. Donc, c'est-à-dire quand tu entreprends, tu réponds à un besoin. Quel est le besoin auquel tu réponds? Tu as peut-être fait un sondage, tu as un peu examiné, tu as vu qu'il y a un besoin et toi, tu réponds à ce besoin. Donc, pour réussir, il faut aussi répondre à un besoin vraiment pertinent. Donc, tu ne vas pas peut-être venir vendre tu vas pas peut-être venir vendre des talons à des villageoises, elles n'en auront pas besoin. Donc, quand toi, tu entreprends, tu réponds à quel besoin? Voici aussi une clé qui va te permettre de réussir. Et M. Guéraud aussi a aussi parlé des passions, de persévérance, ça c'est très vrai. Et là, je veux dire que nous sommes dans une jungle et il n'y a pas de pitié en fait pour ceux qui sont faibles d'esprit. Voilà, tous les coups sont permis à la guerre comme à la guerre, cher. Donc, c'est un peu ça. Et puis, je vais terminer par dire aussi qu'il faut croire en ce qu'on fait. Il faut croire en ce qu'on fait. Il faut surtout croire en ce qu'on fait. Voilà. Les gens sont vraiment pas obligés de croire en toi. Hein. Les gens sont pas obligés. Mais toi, tu es obligé de croire en toi. Donc, il y a 3 personnes qui doivent croire en toi. Donc, il y a toi seul et puis il y a toi-même. Donc, quand tu te réveilles le matin, comme M. Colosso a dit, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire comment ça fait tes inventaires, comment ça fait ton planning de la journée. Toi-même, tu es conscient de ça. Parce que si tu n'as pas vendu, tu ne vas pas manger. À la fin du mois, il n'y a pas de virement qui va venir dans ton compte. Donc, c'est toi-même qui cherches tes virements, c'est toi-même qui fais tes chiffres d'affaires, etc., etc.
Voilà, donc c'est un peu ça. Je tiens en même temps à encourager tous ceux qui nous suivent. Je ne sais pas s'il y a des participants. Donc, je tiens en même temps à encourager toutes ces personnes. C'est vraiment pas facile. La personne qui te dit que c'est facile d'entreprendre, viens me chercher, je vais lui donner sa réponse. C'est vraiment pas facile, mais c'est passionnant. Voilà, il faut se garder à l'esprit que ça peut toujours ne pas marcher, mais avec la force des choses et avec vraiment, je vais dire, la persévérance, comme monsieur a dit, ça marchera à tous les coups. Et aussi, je veux dire qu'il faut tout faire pour pérenniser son entreprise ou son projet ou sa vision. Parce que tu peux entreprendre, mais ça ne sert à rien d'entreprendre et puis au bout de 2-3 ans, on ne parle plus de toi. Ça n'a vraiment pas de sens en fait. Donc là, c'est le business plan encore qui te permet de tenir et de continuer à fonctionner. Merci beaucoup et puis au plaisir de nous revoir. Merci à tout le monde. Je voulais en tout cas individuellement remercier chacun des participants à ce panel. On a quelques questions de participants qu'on va prendre rapidement parce que déjà c'était prévu pour 1h30. On est largement au-delà de ces 1h30 là. Donc on va prendre quelques petites questions. Ce que je retiens, c'est que on doit avoir une attitude laser parce que, pour prendre un peu l'expression de M. Marcel Yapi, il faut être focus sur quelque chose. Il faut pouvoir avoir cet objectif-là qui nous permet en fait de concentrer l'ensemble de nos énergies pour pouvoir atteindre cet objectif. Et quelles que soient les situations qui se présenteront à nous, quelles que soient les difficultés qu'il y aura, même dans les procédures, même dans les démarches administratives, même avec la concurrence ou avec les voisins qui voudront faire la même chose que vous, qui n'ont pas pensé, on pourra avec cette persévérance-là atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à tout le monde. Kate, je te repasse la parole pour les quelques questions qu'il y a. Merci, parfait. Alors, très rapidement, on va prendre les quelques questions que nous avons et on commence déjà pour ne pas que nos participants nous lâchent. La première question, en Côte d'Ivoire, vous financez des idées ou des projets déjà en marche? C'est la question. Est-ce que en Côte d'Ivoire, vous financez des idées ou des projets déjà en marche? Car une idée, c'est une création et une innovation, c'est la matérialisation de l'idée. Monsieur Beli, vous avez une réponse à cela? Bon, je dirais c'est comme dans tous les pays au monde, hein, on finance la réalisation, ok, d'abord. C'est clair que c'est lorsque lorsque l'idée se transforme en réalisation, que derrière il y a une connaissance réelle de l'entreprise, qu'on peut la financer après derrière. Mais par contre, il peut exister aussi, bon ça c'est après Monsieur Constant va comme développer ça, mais au niveau des banques, au niveau des banques, il y a des possibilités aussi d'aller chercher du financement pour ces réalisations de ces idées. Mais par contre, derrière, il faut déjà avoir un profil d'investisseur qui a fait déjà ses preuves dans différents types de domaines d'activité ou même dans ce domaine d'activité. Donc, tout va dépendre effectivement de la personne, de l'idée et de son expérience. Ça marche. Monsieur Yapi, si vous êtes toujours là, est-ce que vous pouvez répondre à la question suivante? Comment peut-on faire face à toutes les difficultés qu'on rencontre dans le domaine de l'entrepreneuriat? Je pense que là, ce sont des astuces que notre participant demande. Oui, je pense qu'il faut toujours savoir où on va, enfin, collecter le maximum d'informations possibles. Comme je disais, mon expérience dans le conseil juridique et fiscal m'a appris beaucoup de choses. Vous êtes au Congo, vous êtes africain, vous voyez un occidental venir investir, mais vous le voyez préparer minutieusement, se renseigner sur tous les aspects de ce qu'il va faire, toutes les questions relatives au pays où il va s'installer, qui n'ont même pas un lien direct avec son entreprise. Ça lui permet, quand il y a des difficultés devant, de savoir mieux réagir. Donc, il faut vraiment, on ne va pas mettre 20 ans ou 30 ans à étudier le projet qu'on veut lancer, mais il faut un minimum de concentration pour recueillir le maximum d'informations sur le projet, sur les concurrents, sur l'environnement et sur le marché. Ça nous permet donc de ne pas être trop déstabilisé quand on rencontre des difficultés. Se renseigner, se préparer, se renseigner. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Yapi. Question suivante pour Monsieur Assandé.
Quelles sont les conditions à remplir pour être consultant auprès de l'agence Côte d'Ivoire PME? C'est une question un peu difficile à répondre, mais déjà, ce que je peux dire, si vous voulez être consultant, c'est déjà de prendre contact avec l'agence. Je peux déjà partager quelques mails et des contacts téléphoniques pour ceux qui voudraient avoir de plus amples informations au-delà même de cette question-là, pour chercher déjà à entrer en contact avec l'agence pour l'ensemble de vos préoccupations. Donc, pour le numéro de téléphone, je vous donne le 25, pour ceux qui peuvent noter, le 25 20 00 12 28, le 25 20 00 12 38, les deux numéros déjà. Et pour les mails, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont à l'extérieur, les mails, on a contact @agencecote-d'ivoire-pme.ci, contact @agencecote-d'ivoire-pme.ci et info avec S à la fin, info @agencecote-d'ivoire-pme.ci. Vous avez également la possibilité de passer par notre site web pour avoir l'ensemble des informations. Le site web, c'est www.agencecote-d'ivoire-pme.ci. Vous pouvez également nous suivre sur l'ensemble de nos pages réseaux sociaux pour rester au parfum des informations. Je vous remercie. Ils sont partis? Non, je suis là, excusez. Ok. Donc, la dernière question pour Monsieur Beli, étant à l'intérieur. Dernière question pour Monsieur Beli. Étant dans une ville de l'intérieur, comment être partenaire de Colosso? Ah, c'est très simple, hein. C'est qu'aujourd'hui, nous déployons tous nos services dans tout le territoire de la Côte d'Ivoire. La première des choses, donc, c'est de nous contacter directement sur notre site. Il y a toutes les informations qui sont là-dessus au niveau du numéro de téléphone de www.colosso.com. Il y a les numéros de téléphone qui sont là-dessus. L'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, nous déployons dans l'ensemble en gros, du territoire, comme je l'ai dit. J'ai fait même la visite de 15 villes, de Korogo jusqu'à Sassandra, jusqu'à Daloa, jusqu'à dans l'Est. J'ai visité toutes ces villes-là pour effectivement mettre des agents colossaux là-bas, pour aussi donner aussi la possibilité à plusieurs marchands, commerçants d'utiliser ces solutions de paiement-là. Vous pouvez aussi nous contacter directement sur le site internet et LinkedIn et Facebook au direct. Vous avez toutes les questions, on pourra vous répondre et ça nous ferait plaisir effectivement de vous accompagner pour l'implémentation des solutions Colosso au sein de votre entreprise. Je tiens à préciser aussi pour le déploiement de Colosso, on a plusieurs offres. En gros, par exemple, vous êtes une entreprise, vous avez à peu près 100, 200 personnes qui sont en gros employées chez vous. On pourra donc effectivement partager 200 cartes Colosso gratuits, ouverture de comptes bancaires gratuits aussi et faire des virements de paye gratuitement aussi avec Colosso. Donc, il y a tous ces genres d'avantages qu'on propose et ça nous ferait plaisir effectivement de rentrer dans chaque entreprise étape par étape jusqu'à ce que toutes les entreprises en Côte d'Ivoire soient contaminées par la pilule bleue. Merci, monsieur. Et la pilule bleue de Colosso. C'est parfait. Merci, monsieur Beli. Merci, monsieur Yapi. Merci, monsieur Assandé. Et merci, mademoiselle Touri, pour ces échanges intéressants, pour ces riches échanges. Malheureusement, nous devons déjà terminer. Nous avons quelques questions, mais nous y répondrons par mail sûrement. Merci à vous d'avoir donné de votre précieux temps pour cet entretien, ce webinaire, ce panel. Je rappelle que nous avons une formation gratuite sur l'entrepreneuriat, se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se trouve sur le hub de la finance digitale. Dans tous les cas, nous enverrons des emails à tous les participants. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Merci. Merci, au revoir tout le monde.